dans notre histoire, dans l'histoire de la France, dans l'histoire du monde. Mais la résistance de maintenant, elle passe aussi par des actes importants. L'échappée, Martine Zuzula pour les éditions La Ville Brûle et Bruno Doucet pour les éditions Bruno Doucet. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Martine au lieu de Marianne, excusez-moi. Marianne Zuzula. Donc tous ces éditeurs sont des éditeurs qu'on appelle des éditeurs engagés, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une politique éditoriale bien précise et politique pour une grande partie, peut-être un peu moins. Voilà, de contrer le FN, de mettre en avant toute une tradition libertaire, toute une tradition de divers mouvements révolutionnaires qui a pu avoir à l'âge d'or du mouvement anarchiste, c'est-à-dire à la Belle Époque, avec les anarchistes individualistes, les mouvements révolutionnaires qui ont découlé des mouvements des droits civiques aux États-Unis avec les Black Panthers, ou plus récemment avec un titre qui vient de paraître qui s'appelle les Young Lords, qui est un groupe beaucoup moins connu que les Black Panthers, qui est pourtant ultra intéressant parce que c'était les portoricains des années 70 qui luttaient dans leur quartier, qui est un mouvement pro-gay, voilà, qui militait avec les habitants du quartier. Donc il y a toute cette tradition révolutionnaire qu'on a voulu porter dès le départ. Et puis l'évolution politique des membres de la maison d'édition a vraiment fait évoluer la ligne éditoriale vers quelque chose qui se rapproche plus maintenant du mouvement de la décroissance et du mouvement de l'écologie radicale, avec un combat principal, une résistance principale qui est une lutte contre le système technicien, c'est-à-dire une critique du tout numérique, une critique des nouvelles technologies et voilà, vraiment une mise en avant des relations sociales, humaines, qui passent par le livre. Voilà, je pense qu'en petite introduction, je peux laisser la parole à Marianne. Bonjour, donc moi je travaille au sein des éditions La Ville Brûle. On est une maison d'édition qui existe depuis 9 ans maintenant. Au départ, qui est créé par Raphaël Thomas et moi-même. Donc on est tous les deux des militants. On est des militants communistes en fait. Donc au départ, le cœur de nos publications, c'était une collection d'études marxistes. Et on s'est rendu compte que finalement, on avait envie de toucher au-delà des militants, et on s'est mis petit à petit à faire des livres de plus en plus grand public, mais qui restent des livres militants. Donc on a une collection de livres jeunesse qui traitent de sujets de société et qui sont des livres qui prennent vraiment parti. On a une collection pour les ados, et puis même pour les adultes en fait, on essaye toujours de trouver la forme qui permettra au livre de toucher le plus large lectorat possible, pour faire avancer justement les combats qui sont les nôtres. Donc par exemple, on peut faire mêler essai et bande dessinée. C'est ce qu'on a fait avec cet essai de Monique et Michel Pinson-Charlot, où là c'est un roman graphique sur les luttes qui ont précédé l'adoption de la loi Veil. Voilà, pour les ados aussi, on n'hésite pas. On traite tous les sujets, les inégalités sociales, la liberté d'expression, la sexualité. Tous les sujets sont traités de façon à toucher le plus large public possible. Merci Bruno Doucet. Pour raconter mon histoire, j'ai envie de remonter bien avant ma naissance, en 1936, lorsque Federico Garcia Lorca est abattu sous la mitraille franquiste, ou 3 ans plus tard, en 1939, lorsque Pierre Segers, un poète engagé dans la résistance, crée une maison d'édition pour dire non au nazisme et non à la politique indigne de collaboration avec l'occupant. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Tout simplement parce qu'il y a une quinzaine d'années, je dirigeais les éditions Segers, et qu'à partir de 2007, avec la crise,
Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? La poésie, au contraire, est complètement indispensable en temps de crise, qu'il s'agisse de crise individuelle ou de crise collective, sociétale, etc. Elle me dit, non, non, vous n'êtes pas compatible avec la crise parce que nous avons besoin de nous engager dans une course à la rentabilité et la poésie est un arbre qui ne produit que de tout petits fruits, très rabougris sur le plan économique, donc mieux vaut couper l'arbre à la base plutôt que de tenter de le développer. Ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai été contraint de... j'ai vu la maison que je dirigeais mise en sommeil et que j'ai subi un licenciement économique qui a fait de moi... J'étais un éditeur enthousiaste, ça fait de moi un éditeur enragé et donc j'ai décidé avec mes indemnités de licenciement de créer une maison d'édition indépendante, farouchement indépendante, c'est-à-dire libre de sa politique éditoriale et de ses refus, exclusivement vouée à la poésie. Et ce que nous défendons, c'est quatre valeurs qui sont toutes des valeurs politiques. Une, l'ouverture aux poésies du monde. Nous publions des poètes qui viennent tous les horizons et nous le faisons autant que faire se peut en les publiant dans leur langue d'origine, dans des éditions bilingues ou trilingues. Deux, nous défendons une conception de la poésie qui dit à peu près la chose suivante. Les grandes poésies du monde sont marquées par le double saut du lyrisme et de l'engagement. Le lyrisme, c'est cette transformation d'un cri intérieur en chant, et l'engagement, c'est la capacité que nous pouvons avoir à changer le monde, ou à tout le moins à changer le regard que nous portons sur le monde. Troisième valeur, nous pensons que la poésie ne doit pas être réservée à un cercle restreint de spécialistes, d'initiés, mais qu'elle est un champ universel et qu'elle doit s'adresser au plus grand nombre. Et puis enfin, le quatrième point, je m'arrêterai là, nous pensons que la poésie est un art de l'oralité qui implique une rencontre vivante avec le public, et les textes que nous publions, les auteurs que nous publions, nous les choisissons pour la capacité qu'ils vont avoir et que nous allons avoir avec eux de les porter sur scène, de les faire entendre dans des rencontres, parce que c'est un art du parti qui est fermé, n'existe pas. Voilà. Vraiment un mal au truc, parce que quand j'ai présenté la qui a quand même participé beaucoup à l'élaboration de cette table ronde, et donc je vais passer la parole aussi. Oui, merci. Oui, vous avez, je crois, prononcé en clé dans vos présentations respectives le mot d'indépendance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, l'indépendance? Qu'est-ce que ça signifie? Bon, ça signifie d'abord que nous ne sommes pas dépendants ni d'un mécène, ni d'un groupe, ni d'une banque. Nous n'avons de dépendance que celle que nous avons créée avec nos lecteurs et nos auteurs. Voilà. Et puis, ça signifie aussi une indépendance d'esprit, la possibilité de dire non à ce que nous n'avons pas envie de publier, de porter haut et fort les valeurs qui nous animent. Je vais prendre un exemple concret. Rencontrer une poète amérindienne Innu dans le grand nord du Québec, dans un endroit tout à fait improbable, et avoir le sentiment que nous sommes en face d'une très grande voix de la poésie contemporaine, et lui dire bah, si tu veux un jour être publié en France, nous on est là pour toi. Et puis recevoir ces textes en Innu Aimun, qui est une langue qui n'est parlée que par 10 000 personnes au monde. Et sur les 10 000, il n'y en a même pas 2 000 qui peuvent l'écrire, parce que c'est une langue quasiment non alphabétisée. Recevoir ces textes, les faire traduire, et puis se dire oui, on va la publier en Innu Aimun. Et parce qu'on y croit, on va tirer ce livre à 1500 exemplaires. Voilà, ça c'est ça l'indépendance. Eh bien, si, puisque là, on s'apprête à réimprimer le livre. Donc, vous voyez, parfois, ça peut marcher. Bah oui, effectivement, être indépendant, comme Bruno Doucet l'a dit, c'est ne pas avoir d'actionnaire, n'avoir de compte à rendre à personne. Donc avoir totalement le choix de ce qu'on veut publier, de ce qu'on ne veut pas publier. Donc ça, c'est formidable. Pour certaines maisons d'édition telles que la nôtre, nous par exemple aux éditions La Ville Brûle,
on ne gagne pas assez pour se rémunérer entièrement sur notre maison d'édition. Donc Raphaël, Thomas et moi, on travaille tous les deux à côté. Et on se rend compte, au bout de presque 9 années, que finalement, ce qui pourrait sembler être un désavantage, c'est plutôt un avantage. Ça veut dire que quand on se demande si on va publier un livre ou pas, on ne le fait jamais avec des objectifs de rentabilité et de voir s'il nous permettra de sortir à un salaire suffisant, etc. Donc ça veut dire que l'aspect économique n'intervient pas du tout dans le choix de nos publications. Et ça, c'est vraiment une liberté. Voilà, ce qui peut sembler être un handicap, c'est une grande liberté. Ça veut dire nous aussi, on a publié l'an dernier un livre absolument invendable, juste parce qu'on en avait envie. Et en fait, on sait que la vie brute dans maison d'édition, elle n'est pas là, c'est pas avec elle qu'on paye le crédit de notre maison, quoi. Donc voilà, c'est une forme de liberté. Effectivement, parfois, c'est un peu inconfortable aussi, mais voilà. Mais l'indépendance, c'est aussi une indépendance politique, en tout cas pour ce qui est de l'échappée. Il n'y a aucun parti politique derrière, il n'y a aucune organisation syndicale, il n'y a aucune association. Nous avons vraiment une indépendance politique et c'est ce qui nous permet de prendre position de manière assez radicale sur des sujets qui touchent le monde paysan, qui touchent le numérique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui touche le travail, qui touche l'indépendance politique nous permet en tout cas de publier des projets qu'on voit peu dans d'autres maisons d'édition. On a bien compris que c'était pas l'argent le moteur de vos pensées et de vos méthodes d'édition, mais est-ce que quelque part vous n'avez pas un rêve secret, un espoir impossible de publier un truc qui vous semble presque, j'emploie le mot de merveilleux, quoi, un truc inaccessible, parce qu'il y a un rêve d'éditeur. Ça serait quoi pour vous le truc que vous auriez vraiment envie de faire et vous avez vous voyez pas comment vous pourriez arriver à le faire? En fait, je crois que je l'ai déjà réalisé. Donc, du coup, si, en fait, il y a, je sais pas si vous connaissez cet auteur qui s'appelle Jacques Yonnet, qui pour moi a publié le plus grand livre sur Paris et sur les dessous des bas-fonds parisiens. Il s'agit de Rue des Maléfices. Il a publié ce livre en 1954 et ça a été un livre salué par tous les grands auteurs de l'époque. Vraiment, il y avait Robert Giraud, Jacques Prévert, Doisneau, toute cette bande-là considérait ce livre comme le chef-d'œuvre sur Paris. Et tout le monde pensait que Jacques Yonnet avait écrit uniquement cet ouvrage. Et en fait, il y a 3 ans de ça, on est tombé, un peu par hasard, sur des textes totalement inédits de Jacques Yonnet. Jacques Yonnet travaillait à l'Auvergnat de Paris, et donc toutes les semaines, il faisait une chronique des bistrots assez incroyables sur lesquels on a travaillé avec les 2 autres personnes qui travaillent à l'échappée, Edouard Jacquemot et Cédric Biagini. Et dans ces chroniques de bistrot, on a publié ce recueil il y a 1 an et demi. On a rassemblé 60 des 700 chroniques que Jacques Yonnet avait écrites. Et dans ces chroniques, Yonnet prenait le bistrot comme excuse pour raconter son Paris, pour raconter les légendes du vieux Paris, pour raconter les anecdotes historiques de la capitale, pour faire des hommages à ses amis écrivains. Et surtout, la chose qui nous a énormément marqué, c'est qu'il utilisait aussi cette tribune dans l'Auvergnat de Paris pour écrire plein de pamphlets qui rejoignaient totalement ce que nous critiquons 40 ans plus tard, le tourisme de masse, l'urbanisation démente qui s'accélère en France.
Et donc, ça a été une expérience éditoriale assez incroyable. Après, effectivement, il n'y a pas eu 100 000 exemplaires, voilà, mais par contre, ça a été une aventure assez incroyable. Et par la suite, on a organisé un festival des troquets et des librairies de Paris, puisque on est très attaché à l'espace social, l'espace physique. Et donc, nous, on considère aujourd'hui qu'une librairie, autant qu'un bistrot, peuvent également résister en rassemblant les personnes, en rassemblant une communauté. Donc voilà, personnellement, voilà. Oui, alors un rêve d'éditrice. Alors moi j'en ai un, mais que j'atteindrai jamais, je pense. Donc, nous en fait à la Vibule, on publie chaque année seulement 8 livres et on s'oblige vraiment à pas publier, pas en publier plus. On essaye à notre petit niveau de lutter contre la surproduction éditoriale qui nous paraît un énorme problème en fait dans la chaîne du livre en ce moment. Mais on dit toujours, voilà, on fait 8 livres, pas un de plus, et la seule exception qu'on s'autoriserait et qui n'arrivera jamais, c'est si Virginie Despentes voulait publier un titre chez nous. Donc on dit toujours, voilà, 8 livres, pas un de plus, sauf si Virginie Despentes nous appelle, et dans ce cas-là, voilà. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un que j'admire énormément, voilà, j'adore ces livres qui ils m'ont vraiment construite et voilà, c'est mon rêve d'éditrice, mais voilà, je sais que contrairement à Jacques, j'aurais du mal à le réaliser. Mon rêve serait que Virginie Despentes ne m'envoie pas de manuscrit de poésie. Non, plaisanterie mise à part, moi je n'ai pas comme ça de nom à vous donner ou d'événements à citer ou de livres rêvés, fantasmés. Non, moi c'est plutôt une inscription dans le temps, dans la durée. C'est voilà, de pouvoir continuer longtemps à mettre un pas devant l'autre en ayant le regard qui porte sur la ligne d'horizon. C'est ça mon rêve, c'est de pouvoir construire un catalogue qui va s'affirmer. Nous sommes, parce qu'indépendants, forcément nés d'une fragilité, en tout cas ce sont des aventures humaines, entrepreneuriales qui sont des aventures fragiles, modestes, et chaque fois que nous publions un livre, nous enroulons un fil autour d'un autre fil fragile, de sorte que de fil enroulé en fil enroulé, c'est une tresse que nous parvenons à créer, une tresse de solidarité avec des lecteurs, avec des auteurs. Et donc voilà, moi ce que je souhaite, c'est que cette tresse devienne une corde bien solide et que nous puissions poursuivre cette aventure aussi longtemps que possible. Et d'avoir eu les médias qui ont mis leur projecteur sur la publication des écrits, on peut parler d'antisémite, de Louis-Ferdinand Céline, qui est quand même un écrivain important de la langue française. Et j'aurais bien aimé avoir votre position sur ce sujet qui a non seulement défrayé la chronique, mais qui met l'édition aussi en avant dans les médias, et c'est pas si souvent que ça. On a eu évidemment cette vague d'essais qu'il y a eu dans l'édition, qui est aussi le symbole d'une génération qui disparaît en ce moment, avec tous ceux qui ont créé cette littérature commerciale et même hyper commerciale pour certains. Et donc à travers vous, j'aurais bien voulu avoir ce que vous pensez du fait que Gallimard, qui vient intervenir sur ce terrain miné de Louis-Ferdinand Céline, comment vous le vivez et comment vous l'appréhendez pour le futur. Je pense que c'est beaucoup de brouhaha. C'est un espèce de coup de marketing pour Gallimard qu'on a mis en avant parce que il y avait un côté un peu sensationnel, mais personnellement, j'ai pas trop réfléchi, j'ai pas trop suivi cette espèce de coup d'épée dans le dos.
Sur cette question-là, alors moi j'ai eu un peu tendance à changer d'avis à chaque fois que quelqu'un en parlait, ce que je disais à Patricia l'autre fois, à savoir que effectivement il y a deux positions, soit ces textes ils existent, ils sont disponibles très facilement sur internet, donc ça veut dire que les gens qui ont envie de les lire de toute façon peuvent les lire. Donc effectivement, pourquoi s'empêcher de les publier et d'autres gens qui disent que bah, voilà, les publier, ça veut dire voilà, rajouter quand même un degré de visibilité supplémentaire, leur présence en librairie, etc. Donc voilà, moi j'ai un peu fluctué au gré, c'était un peu le dernier qui a parlé à raison en ce qui me concerne. Et sauf que le dernier avec qui j'en ai parlé, bah, c'est Yves Pagès, qui est auteur et éditeur et qui est un grand spécialiste de Céline. Et du coup, bah, voilà, même Yves Pagès, voilà, lui il dit que il fallait vraiment pas les publier. Moi je les ai pas lus ces textes-là en plus, mais il dit que ce sont vraiment des textes ouais, extrêmement violents, que c'est des textes vraiment dégueulasses, quoi, et que à son avis, voilà, la France là, de 2017, c'est à peu près la dernière chose dont elle a besoin, c'est de voir ces textes-là en pile sur les tables des libraires, y compris avec un appareil critique. Donc j'ai tendance à me dire que c'est mon opinion, mais voilà, je sais pas. Alors pour moi, 3 mots: honte, honte, honte. Honte, d'abord de la part d'un grand éditeur, Gallimard, de considérer que Louis-Ferdinand Céline a écrit d'autres chefs-d'œuvre. Il a écrit 2 chefs-d'œuvre, c'est Mort à crédit et Le voyage au bout de la nuit. Le reste ne vaut, pour ainsi dire, rien. Voilà. Donc, honte de nous faire croire qu'il s'agit là d'une œuvre littéraire qui mériterait de passer à la postérité. Honte d'oublier aussi, quand on a été un éditeur collaborationniste avec l'occupant en 1940, entre 39 et 45, considérer qu'il y a prescription et qu'on peut faire de l'argent sur un sujet comme ça, aujourd'hui, c'est vraiment... il y a quelque chose qui me débecte carrément. Voilà. Et puis, dans le contexte très difficile du monde dans lequel nous vivons, c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu. Et donc, quand les préoccupations mercantiles en arrivent là, voilà. Donc, honte, honte, honte. Certains disent effectivement qu'il faut avoir été collabo pour être édité et qu'il y a encore beaucoup de résistants qui dorment dans les tiroirs des éditeurs et qui ont du mal à ressurgir. C'est vrai que c'est un petit peu contrariant quand même. Patricia ? Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter à cette triple... En 68, on aurait dit ça pue. C'est vrai. Et là, vous avez le point de vue des éditeurs. Maintenant, le point de vue des lecteurs. Moi, je suis un peu comme Marianne. J'ai balancé entre des amis très contradictoires. Et en fait, je dois avouer, j'en sais rien. J'en sais rien. Parce que d'un côté, c'est vrai que c'est une honte. Il n'y a rien à dire. Comme disait Deproge, quand on lit ça, on a la nausée et les massacres pour le même prix, hein, c'est sûr. Mais bon, en même temps, tout le battage qui a été fait est clair. Voilà. C'est là que je trouve qu'on arrive sur les terrains mouvants. Vous avez raison, Jacques, il y a un gros coup de marketing, un gros mais en même temps, on suscite la curiosité. Et du coup, j'en sais rien. J'en sais rien. Et s'il était publié, ça ferait quoi? Des fois, je sais pas. Moi, j'ai entendu des gens comme Sylvain Bourbeau dire, voilà, peut-être qu'il faudrait passer, comme aux États-Unis, au premier amendement, hein. Liberté d'expression totale, y compris sur des écrits qui nous donnent envie de gerber, mais je sais pas. Et toi, Gilles, t'en penses quoi? C'est ce que je disais à l'instant, quoi. On se demande pourquoi publier ça que tout le monde peut lire ou a déjà lu, qui s'inscrit quand même dans une SAPU, quoi, comme on disait, comme ça semble. Est-ce que quelqu'un voulait réagir dans le public? Je crois bien. S'il fallait publier ou non, republier Mein Kampf
avec un appareil critique. C'est exactement le même débat. Effectivement, on peut le prendre comme un document historique, pour montrer qu'est-ce que c'était l'antisémitisme à cette époque-là. C'est un document d'histoire. Donc, si on le prend comme ça, c'est intéressant. Par contre, je suis très sensible à l'argument de monsieur, c'est-à-dire que maintenant, dans le contexte actuel de remontée de l'antisémitisme en France, je pense que c'est vraiment pas le moment. Lorsqu'on repose cette question de publier ce type d'écrit, et effectivement, et ça recommence à chaque fois, le même type de débat. Bon, et c'est vrai, il y a un peu des... Je suis pas plus éclairé. Éditer, c'est toujours un acte politique. Bien sûr. Oui. Vous venez de dire, éditer est un acte politique. Donc il faut être naïf pour ne pas penser les soubassements idéologiques de la réédition d'un tel livre. Voilà. Et comme tu disais, le débat revient sans cesse et on ne sait pas quelle idée avoir. Moi je pense qu'il faut revenir à quelques fondements, c'est-à-dire que la liberté de communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, qui implique de pouvoir parler, écrire et publier, sauf à répondre des abus de la loi. Résultat des courses, l'antisémitisme, et le racisme, est contraire à la loi de la République, et par conséquent, le fait de publier, c'est aussi le fait de promouvoir, de communiquer des pensées et des opinions. Et donc, moi, il me semble que le principe, enfin ce que je viens d'énoncer, c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc je pense qu'il est contraire à la norme républicaine de publier ce genre d'écrits, parce que ce sont des écrits racistes, ce sont des écrits antisémites, et que par conséquent, je suis désolé, mais la loi républicaine interdit de publier ce genre de documents. Après, qu'ils soient accessibles, qu'ils soient des documents de travail, c'est une chose, mais je pense qu'il y a vraiment un problème dans la publication aujourd'hui, pas que dans celle-là d'ailleurs, c'est cette perte des repères républicains. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire d'y revenir, parce qu'en revenant à ces fondements même des principes républicains, en fait, on trouve des réponses finalement assez faciles à tout ça. Quelqu'un voulait réagir par rapport à ça, ça veut dire que... Est-ce que... Ce qui s'est passé, c'est notamment tous nos livres. En fait, Cédric Biagini, qui s'occupe également des éditions L'Échappée, a été l'un des premiers, là, depuis les années 2010. Son ouvrage L'Emprise numérique est paru en 2011, et c'était l'un des premiers, les plus complets, qui synthétisait tous les effets néfastes du tout numérique sur toutes les sphères de nos vies. Et là, c'était vraiment la première fois, puisque ça fait longtemps que des groupes anti-industriels, que des groupes militants décroissants alertent sur les effets néfastes des écrans, sur la perte de lien social du smartphone. Et là, ça a été le point de départ voilà, d'un véritable combat qu'on essaie de mener face à toute cette nouvelle technologie. Mais à chaque fois, on n'a jamais eu peur ou on ne s'est jamais senti enchaîné. Puisque, de toute façon, les valeurs qu'on prône sont quand même loin de celles de cette idée et de l'antisémitisme. Mais par contre, ce qui est arrivé, c'est que certains de nos auteurs, là Éric Sadin qui a fait paraître La cyclonisation du monde l'année dernière, qui racontait, voilà, qui a inventé un nouveau concept de cyclonisation. Selon lui, aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de colonisation dans le monde qui est en train de s'opérer, qui part de la Silicon Valley et qui s'opère à travers
les Google, Apple, Amazon et consorts et toutes les valeurs véhiculées par ces startups-là. Et ce Eric Sadin, cet auteur, a eu vraiment un gros écho dans la presse, un gros écho au niveau des lecteurs. Là, actuellement, on est à 13 000, 14 000 exemplaires, ce qui est assez énorme en sciences humaines aujourd'hui. Et il a été invité à de nombreuses reprises, mais 2 ou 3 fois, des écoles d'ingénieurs l'ont annulé au dernier moment, puisque ils étaient financés par Google et Amazon. Donc il y a eu une fois aussi une intervention, on a subi les pressions de la Bibliothèque de Paris, puisque l'intervention était prévue sur un ouvrage collectif qui s'appelle L'assassinat des livres, une critique du livre numérique. Mais on continue de publier et puis de déranger. Après, effectivement, dans nos publications, il nous arrive de, par exemple, on vient de publier donc, cet essai de Monique et Michel Pinson-Charlot consacré au 16e arrondissement, et notamment à l'emprise de Bernard Arnault sur le bois de Boulogne. Et du coup, les Pinson-Charlot, ils taillent bien en pièces Bernard Arnault dans le bouquin. Et en revanche, alors du coup, voilà, de toute façon, tout est, ce sont que des faits avérés, donc qui donnent pas du tout prise à un procès en diffamation, etc. Parce que c'est la vérité, c'est incontestable. En revanche, il y a eu des arts, par exemple, Bernard Arnault est propriétaire du Parisien, du journal Le Parisien, et il y a un journaliste qui a fait un grand papier d'une page sur le livre. Donc, comme on l'a vu, l'attaché de presse de la communiqué et qui n'est jamais paru dans le Parisien, forcément, ou des journaux qui sont plus dépendants de la publicité, par exemple dans Elle ou dans Marianne. Pareil, on a vu les articles tels qu'ils devaient publier et ils ne sont jamais passés, puisque eux, par contre, les journaux avaient peur plutôt de rétorsion, je pense, en termes de volume d'achat de publicité. Voilà, mais, c'est aussi un des avantages qu'on a d'être des maisons d'édition indépendantes, c'est que on prend nos décisions en connaissant les conséquences. Alors de peur ou d'autocensure, non. Parfois une certaine forme de prudence dans la manière de communiquer. Et je ne parle pas de mon propre travail d'écrivain, je parle des auteurs que je publie. Prenons un exemple simple, un jeune poète iranien que j'ai publié, qui a été arrêté, je le publie en bilingue, donc le livre circule aussi à Téhéran. Il est par ailleurs professeur d'université. Un jour, il voit surgir dans son cours des policiers qui viennent l'interpeller en signalant aux étudiants que le cours est terminé, et on lui demande ce que signifie le poème suivant. « Ta robe bouge dans le vent, voilà le seul drapeau que j'aime. » Formidable ce petit texte. Hein. « Ta robe bouge dans le vent, voilà le seul drapeau que j'aime. » Voilà, un de mes auteurs arrêté pour avoir écrit cela, arrêté à Téhéran. Mais l'aventure ne s'arrête pas là, parce que lui, il peut rester une journée en garde à vue et ça ne lui pose pas de problème, puisqu'il va pouvoir donner moult interprétations de son poème sans jamais lâcher la raison pour laquelle il a écrit le texte. Ou prudence lorsque nous communiquons autour du livre de Maryam al-Masri, la poète syrienne. Elle va nu la liberté et qu'elle est invitée, par exemple, sur le plateau de Ce soir ou jamais, pour une émission il y a de cela 4 ans sur la Syrie, et que moi je l'ai regardée à la télévision et je voyais qu'elle était extrêmement préoccupée, qu'elle se retournait tout le temps. La caméra le montrait assez souvent, et en fait on apprend ensuite qu'il y avait derrière elle des gens des services secrets syriens qui avaient infiltré le plateau et qui la menaçaient en direct. Donc voilà, inquiétude pour elle lorsqu'ensuite elle reçoit des lettres anonymes, que des gens lui téléphonent, que les menaces s'intensifient. Ou bien encore ce poète tunisien Monsef Ouaibi qui a écrit un texte absolument formidable sur le départ du dictateur en 2011 et qui va se retrouver molesté en Tunisie, dans son pays, après une lecture du texte, et puis qui ensuite reçoit des menaces de mort. Donc ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a
pour nous une responsabilité éditoriale, évidemment, et qu'il n'y a pas de liberté éditoriale sans responsabilité. Donc ces responsabilités, on doit les prendre, on doit aussi savoir comment communiquer autour des livres sans mettre l'auteur en danger, mais tout en faisant confiance à la littérature. Voilà. Oui, je voudrais justement réagir un peu à ce que vous venez de dire, parce que j'avais compris ça, moi, dans la question de Gilles. Et c'était justement pas seulement la crainte de rétorsion, de répression ou de rétorsion juridique, mais plutôt justement, est-ce que vous étiez bien conscient d'avoir une responsabilité tout simplement dans le choix de ce que vous mettez sur le marché, des idées que vous, pour lesquelles vous faites une espèce de promotion par rapport à d'autres idées que vous choisissez de ne pas publier. Là, il y a une responsabilité évidente, il y a une éthique de l'éditeur à avoir, et il faut être conscient que quand vous faites un choix entre certains auteurs, certaines œuvres, eh ben vous avez une responsabilité, la responsabilité éditoriale. Ouais, c'est surtout là-dessus que je voudrais que vous creusiez un petit peu, pas seulement la peur de la répression juridique, mais plutôt quel est votre état? C'est les diffuser, et si on a des idées, voilà, les publier engage notre responsabilité, certes, mais c'est notre rôle d'éditeur. Donc, je sais pas, pour moi, c'est ça, quoi, une maison d'édition de... Alors, j'allais presque dire que l'idéologie n'est pas mon fort, et que, en tout cas, l'idée ne prime jamais sur les mots du poème. On est d'abord dans une aventure du langage, avant d'être dans une aventure de la pensée. Donc, je tiens à le dire parce que c'est important. Mais lorsque je publie par exemple en 3 langues, français, arabe, hébreu, dans un même livre, le poète irakien Salah Al-Hamdani et le poète israélien, juif israélien Ronnie Somek, bien évidemment, je le fais avec un certain regard sur le monde dans lequel nous vivons. Et je prends mes responsabilités. Voilà, et donc publier 2 auteurs, l'un arabe, l'autre juif, ensemble. Quand on dit l'un arabe, l'autre juif, comme si c'était des catégories opposables, vous voyez, l'étrangeté de la situation géopolitique dans laquelle nous nous trouvons, eh bien je le fais en objectant à cette géopolitique dévoyée, une géopoétique humaine, avec un rêve, c'est de pouvoir un jour aller porter ce livre à Tel Aviv, et ensuite, plus tard, le faire à Bagdad. On a déjà fait le premier voyage, et ça a marché. Donc, voilà, il n'y a pas non plus de crainte tellement forte à avoir. Moi, je me demandais si on n'allait pas se faire casser la figure 2 fois, et en réalité, on s'est fait embrasser 2 fois. Un baiser sur chaque joue, parce que, finalement, autour de nous, nous rencontrons des gens qui sont extrêmement heureux de voir qu'il est possible de mener à bien des aventures éditoriales, littéraires et humaines de cette nature. Alors nous, on n'est pas du tout... Nous, on réfléchit jamais en termes de responsabilité. Enfin, nous, les 2 seuls critères en fait de publication d'un livre, c'est en termes d'efficacité. Est-ce que ça contribue à faire circuler un message qu'on a envie de faire circuler, et en termes de plaisir, parce qu'on travaille beaucoup et en fait, voilà, on y passe énormément de temps. Et La poésie, comme je le disais au début, nous la portons au quotidien, dans des rencontres vivantes avec le public. Et nous ne lâchons pas le livre publié, donc c'est-à-dire que lorsque le livre paraît, l'aventure ne fait que commencer. Oui, mais vous communiquez comment alors? Vous informez le public de cette publication comment? Par Internet par quel circuit? Un communiqué de presse, enfin tous les circuits dont on peut disposer. Bien sûr, les réseaux sociaux jouent un rôle
important. Et puis surtout, la communication est une chose, mais l'événement en est une autre. Lorsque vous faites venir cet auteur à 2 reprises dans la même année en France, elle est venue par exemple au Festival Américain de Vincennes au moment de la parution de son livre, vous avez la possibilité là d'un lancement dans des conditions qui sont quasiment optimales, et puis ensuite le bouche à oreille fait son travail. Et alors dernière question, est-ce qu'on peut le trouver au presse-papier à Argenteuil? À partir de mercredi, le temps de faire venir si vous n'allez pas en librairie. Voilà. Alors le livre, l'auteur s'appelle Rita Mestocosho, parce qu'il n'est pas sur mon stand, elle s'appelle Rita Mestocosho, et le livre s'intitule Né de la pluie et de la terre. En 2 mots, si je vous demande de publier, éditer, c'est résister à quoi? À quoi on résiste quand on publie maintenant, quand on est un éditeur engagé? On résiste à quoi? Pour ma part, au technolibéralisme. À la pensée dominante. Oui, à cette suprématie économique qui s'arroge le droit de dire quelle est la seule vérité. La fatigue, je sais pas, oui, je plaisante. Écoutez, c'est vrai qu'on a, enfin, on n'a plus beaucoup de temps, mais on avait. Je voudrais quand même terminer sur le fait aussi que vos ouvrages sont des beaux objets. Et qu'il y a, voilà, alors, Bruno, la couleur de vos livres, hein, le graphisme à l'échappée, puisque le fondateur est un graphiste. Et puis, mon coup de cœur pour l'Antigone de la Bible. Je crois que si le livre, c'est ça aussi. C'est de pouvoir... ça s'adresse au sens et à l'esprit. Alors du coup, je vais essayer de me remobiliser, et de me ressourcer, et de résister en fait. Voilà. En tout cas, merci pour vos interventions. Merci à tous. Et puis le dernier mot peut-être pour le lecteur, parce que la résistance, elle est là aussi. On n'est pas obligé d'acheter tous les livres dont on parle à la télé, mais ceux dont on parle au café parfois, ou du copain qui vous en parle, ou de celui qu'on rencontre sur le salon, ou de l'auteur, ou des éditeurs, parce que résister, c'est lire surtout. Voilà, merci beaucoup d'être venu et d'avoir participé à cette table ronde autour de l'édition, qui est une première pour Sous les couvertures, et qu'on essaiera d'améliorer encore la prochaine fois. Merci encore à tous.